Moi, j'ai vraiment senti qu'il fallait, c'était un peu un chemin de crête où en fait, d'une main, tu dois un peu lâcher prise sur un certain nombre de choses. Et là-dessus, pour moi, il fallait lâcher prise parce que, en fait, j'avais pas la main et puis parce que, en fait, j'avais pas commencé à expliquer aux médecins ce qu'ils devaient faire. C'est eux les pros. J'étais dans un environnement de haute technicité. Pour moi, c'est des magiciens. Donc, pour moi, ma part, elle était pas là. Elle était sur autre chose. Donc, il faut d'un côté lâcher prise et puis de l'autre main tenir bon sur un certain nombre de choses. Qu'est-ce que tu peux trouver de mieux que pour mettre du sens dans ta vie, de te dire j'ai sauvé la vie de quelqu'un simplement en lui faisant cadeau de quelques cellules. C'est quand même fou, on a investi énormément de temps, d'énergie, d'argent évidemment pour sauver les gens et on y arrive de mieux en mieux et c'est formidable. Mais on se casse un peu les dents sur le fait qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont du mal à rebondir derrière. C'est de toi dont il faut que tu t'occupes en premier. Et en deuxième, il va falloir que tu t'occupes de toi. Et puis surtout en troisième, tu n'oublieras pas de t'occuper de toi. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Aujourd'hui, nous n'accueillons pas une princesse guerrière, mais un prince guerrier et un sacré. Leucémie foudroyante, une vie qui bascule en 2 secondes, une bête blessure à cause d'un coquillage qui ne se soigne pas, des antibiotiques, puis une prise de sang, et paf, verdict. C'est fou comme une vie peut basculer. Quelqu'un me disait l'autre jour, sa vie a basculé en un quart de seconde. Bah oui, c'est souvent en un quart de seconde que ça se passe. La vie de Benjamin a basculé vite. Il faut faire vite en cas de leucémie très grave, une maladie qui isole pendant des mois. Il a également connu un combat dans le combat, un séjour en réanimation qui aurait pu lui coûter la vie. Mais non, Benjamin, c'est une force tranquille. C'est juste hallucinant. J'ai adoré ce podcast. J'ai adoré son histoire pleine d'images et de métaphores que je n'oublierai jamais. Bon, c'est un homme, donc c'est vrai que certaines images sont assez masculines, mais tellement parlantes. L'image de la voiture chez le garagiste, de la première mi-temps, de la seconde mi-temps. Vous allez voir, c'est juste génial. Il a eu une confiance absolue en son équipe médicale et une confiance absolue en la vie. L'espoir était permis, a-t-il dit. Je savais au fond de moi que la vie allait me sourire. Ce que j'ai adoré tout au long de ce podcast, c'est cette gratitude qu'il exprime vis-à-vis des médecins, du système médical, de la Sécu aussi, des gens qui l'ont entouré, de sa famille, de toutes les personnes qu'il a pu croiser. Il est tellement reconnaissant de tout cet amour et de tous ces soins qu'il a reçus. Ça fait chaud au cœur. Il a pu bénéficier d'un don de moelle de son frère, une très belle histoire qui ne se limite pas au don de moelle. Benjamin a une autre histoire tout aussi touchante à vous raconter. Il est allé rejoindre son frère, un rêve, un défi, une promesse qu'il a faite à son fils. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est très émouvant. Allez, si, je vous dis juste une petite chose par rapport à cette histoire. Benjamin est allé chercher sa guérison. Il s'est mis en route, en mouvement, pour aller chercher sa guérison. Vous découvrirez la suite. Il a eu la chance de pouvoir participer à un programme de recherche nommé Rebond, qui a été pensé par des grands sportifs, et il a fait une rencontre qui a changé sa vie. La maladie a changé sa vie, mais l'accompagnement qu'il a ensuite eu après son cancer a aussi changé sa vie. Ce podcast parle essentiellement de l'après-cancer, de rebondir après un cancer. Quand on sait que beaucoup trop de personnes ont du mal à reprendre une vie sereine et satisfaisante après un cancer, c'est un sujet tellement important. Cette rencontre l'a secoué, et moi aussi d'ailleurs. Il a eu droit à des questions chocs dans le genre « Qu'est-ce que tu vas faire de ta victoire face au cancer ?» Vous avez déjà réfléchi à cette question, vous ? Voilà, je vais laisser Benjamin raconter son histoire. Elle est tellement bouleversante, profonde et inspirante. Il nous raconte l'histoire de cette rencontre magique et l'histoire de sa rencontre avec lui-même. Il nous parle de chemin, de marche, de randonnée, de résilience, de sport comme support à la relation d'aide, de cheminement, de guérison et d'espoir. Et puis il termine par une belle image, le bateau, la mer, les voiles.
Merci Benjamin pour ce beau moment de partage. Je vous souhaite de vous laisser porter par toutes ces images et métaphores. Bonne écoute. Bonjour Benjamin. Bonjour Delphine. Merci mille fois d'avoir accepté de venir témoigner sur le podcast. Je vais changer le nom et je vais dire naître prince et devenir guerrier. Et je trouve que finalement, ça va tout à fait bien. Ça me va très bien. Voilà, écoute, je suis ravie de t'accueillir, ravie d'accueillir un prince guerrier. On s'est rencontrés il y a pas longtemps. Je vais quand même raconter que je connais pas toute ton histoire et c'était pas si évident. J'ai dû me faire violence pour ne pas te poser trop de questions quand on s'est rencontrés par Zoom, parce que je voulais garder quand même un effet surprise. Et tu as plein de choses à nous raconter, un parcours de résilience. Voilà, et tu vas nous parler en fait de la randonnée. On va commencer de manière relativement classique où tu situes un petit peu le cadre, le type de cancer que tu as eu, l'âge, ta situation familiale à ce moment-là. Voilà, toute ta vision. Je n'en dis pas plus parce que je vais découvrir en même temps que les auditeurs. Donc, à toi. Bon, écoute, en tout cas, déjà, merci beaucoup pour ton invitation. Donc, moi, je suis Benjamin, j'ai aujourd'hui 43 ans et j'habite dans les Alpes de Haute-Provence. C'est un joli pays, une jolie région. Ah oui, au milieu des lavandes, des lacs du Verdon, voilà. Donc, un beau terrain de jeu quand on aime marcher. Et puis, j'ai 3 enfants, je suis marié, je suis enseignant. Donc, voilà, je vivais une vie tranquille et heureuse jusqu'à il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, puisque pour mes 39 ans, j'ai appris que j'avais une leucémie aiguë myéloïde. Donc voilà, c'est évidemment quelque chose qui a été soudain, brutal, violent, évidemment, mais que je pense avoir réussi à surmonter. Et aujourd'hui, je porte aussi avec cette expérience-là un peu la responsabilité, me semble-t-il, de partager ce que j'ai vécu pour permettre peut-être à d'autres de bénéficier d'une partie de cette expérience-là, parce que moi, très franchement, avec le recul, c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé avoir quand effectivement tout ça m'est tombé sur la tête, quoi. Tu n'étais pas du tout sur les réseaux, tu te sentais très seul ou tu avais lu des témoignages qui t'inspiraient? Alors, je me sentais pas seul du tout, j'étais extrêmement bien accompagné, à la fois sur le plan médical, sur le plan affectif. Mes proches étaient très proches, ils ont été extrêmement présents, donc j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là, mais en fait, j'aurais adoré croiser la route de quelqu'un qui avait eu mon parcours. Voilà. Oui, exactement, oui. Pour pouvoir vraiment discuter à bâton rompu de ce qu'il avait vécu, de la manière dont je pouvais le vivre moi-même, etc. Et ça, en fait, c'est quelque chose dans le parcours de soins qui n'existe pas. En tout cas, peut-être qu'il n'existe pas encore. Ça viendra peut-être, mais voilà, c'est quelque chose qui m'aurait plu, en tout cas, ça. Alors, est-ce que tu peux juste nous expliquer, en fait, donc, leucémie grave, donc j'imagine que tu as eu toute l'histoire de la chambre stérile, des chimios, peut-être juste parcourir de manière relativement rapide, et ta vision, parce que j'avais été assez marquée par une image que tu avais utilisée. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors je pense que tu penses à cette image du garagiste. Oui, exactement, oui. Et non, disons que moi j'ai pris le parti lorsque cette maladie s'est déclarée à moi. Enfin, j'ai pris aussi ce parti-là parce que je me suis très vite senti en confiance par rapport à la rencontre avec les médecins. J'ai été soigné à Marseille à l'Institut Paoli Calmette, qui est un centre de référence en cancérologie et avec des thérapies de très haut niveau. Donc voilà, immédiatement, j'ai complètement lâché prise sur la partie purement médicale. Et l'image que j'utilisais, c'était de se dire finalement, pour la maladie, ça s'est passé comme quand j'amène ma voiture chez le garagiste, où je lui, éventuellement on discute un peu avant pour savoir exactement quels sont les travaux à faire. Mais ensuite, je lui laisse les clés. Je vais pas aller regarder avec lui sous le capot ce qu'il fabrique. Par contre, le contrat, c'est que 2 jours, 3 jours après, bon là, ça a été 6 mois plus tard, il fallait que je reparte en bonne forme, quoi, et que ma voiture fonctionne bien. Donc voilà, c'est un peu cette histoire-là, et c'est toujours, je pense que c'est des choses très intimes et très personnelles, la manière dont on gère ça, les relations avec le médical, avec les médecins. Moi, j'ai vraiment senti c'était un peu un chemin de crête où en fait, d'une main, tu dois un peu lâcher prise sur un certain nombre de choses. Et là-dessus, pour moi, il fallait lâcher prise parce que, en fait, j'avais pas la main, et puis parce que, en fait, j'avais pas commencé à expliquer aux médecins ce qu'ils devaient faire. C'est eux les pros. J'étais dans un environnement de haute technicité. Pour moi, c'est des magiciens. Donc, pour moi, ma part, elle était pas là. Elle était sur autre chose. Donc, il faut d'un côté lâcher prise et puis de l'autre main tenir bon sur un certain nombre de choses.
Et pour moi, mon toujours boulot, le contraste, lâcher était prise et tenir bon. Ouais. exactement. Voilà un peu cette histoire de garagiste. Alors bon, quand on dépose sa voiture chez le garagiste, il n'y a pas beaucoup d'émotionnel, mais comment est-ce que tu as géré toutes les émotions, le tsunami d'émotions provoqué par toute cette maladie et puis l'isolation, et puis bon, tu m'avais raconté que tu avais eu un combat dans le combat. Comment tu l'as géré? Qu'est-ce qui t'a aidé le plus dans tous ces moments les plus difficiles? On gère comme on peut. Comme tu sais, je pense que entre ce moment où on se parle et ce soir, il y aura environ 1000 diagnostics qui seront tombés dans la journée en France, de personnes qui auront appris, comme toi, comme moi, que le ciel leur tombe sur la tête à un moment donné. Donc là, on fait comme on peut avec les ressources qu'on a à ce moment-là. Moi, clairement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est effectivement le fait de me sentir au meilleur endroit possible pour être soigné. Voilà. Oui. Et quand je dis au meilleur endroit possible, c'est au meilleur endroit presque sur la planète d'abord, parce qu'on est dans un pays qui dépense des sommes astronomiques pour soigner les gens, voilà, sans avoir d'autre chose à sortir que sa carte vitale pour nous. Donc ça, c'est quand même une chance folle. Et puis au meilleur endroit aussi, d'abord à une époque où on peut le faire. Moi, si j'étais passé par l'IPC 10 ou 15 ans plus tôt, clairement, je finissais entre quatre planches. Donc voilà, c'est ça aussi. Et puis tout de suite, j'en ai un peu parlé, mais c'est mes proches qui ont été, qui pour moi m'ont permis d'envisager les choses avec confiance, du bon côté, qui m'ont permis en fait de croire que que c'était possible en fait, qu'il y avait une issue, que le chemin allait être sans doute difficile, avec un certain nombre d'obstacles, mais qu'en tout cas, l'espoir était permis et qu'il fallait y croire et que je sentais que ça allait le faire. J'avais une espèce de confiance au fond de moi que ça allait finir par sourire, quoi. Et puis moi, j'avais une responsabilité énorme, quoi, vis-à-vis de mes enfants. J'avais 3 jeunes enfants, de mon épouse. Je n'envisageais pas autre chose que la guérison. Ils avaient quel âge à l'époque? Enfin, à l'époque, c'est donc il y a 4 ans, enfin 3 ouais, ans. C'est ça, à l'époque, ils avaient 8 pour le plus jeune, 8, 9 et 11 ans. Ouais. Mon plus grand était en 6e, j'ai manqué sa rentrée au collège, voilà, donc c'est des moments importants de la vie, y compris pour eux, donc avoir leur papa qui du jour au lendemain, surtout que je suis parti, j'étais en forme, moi quand le diagnostic est tombé, très franchement, j'étais en vacances, je faisais du vélo, on était en camping, donc j'étais à des années-lumière d'imaginer qu'il y avait quelque chose d'aussi grave et puis d'aussi soudain, parce qu'en fait la leucémie, c'est ce qu'on appelle des leucémies aiguës, donc elles sont foudroyantes dans le sens où il faut réagir très très vite après le diagnostic, parce qu'en quelques jours. Je peux te demander qu'est-ce que tu as eu comme signe, qu'est-ce qui t'a fait aller consulter? Franchement, très peu de choses. J'ai repéré qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait normal par rapport à des petites infections. Tu vois, j'étais au bord de la mer, je m'étais coupé avec un coquillage, puis ça avait du mal à cicatriser. Donc j'avais été mis sous antibiotiques, j'ai fait une prise de sang, plus de contrôle qu'autre chose. Voilà. Oui. Et c'est comme ça en fait, à la prise de sang, qu'on a vu que rien n'allait en fait. Les taux étaient complètement anormaux. Et donc là, immédiatement, j'ai fait une prise de sang complémentaire qui a confirmé en fait qu'il y avait un souci. Et puis le lendemain, il faut aller très très vite. Moi, j'étais près de Lyon en vacances. Le lendemain, il faut que tu ailles à Marseille. Tu arrives le soir, tu t'héberges un peu comme tu peux. Tu cases les enfants chez des amis et puis tu fais un myélogramme, donc une ponction de moelle osseuse le lendemain matin. Et là, on t'annonce dans une chambre le diagnostic. Et je dois dire que ça aussi, ça fait partie des choses extrêmement importantes. Tu disais qu'est-ce qui te permet de partir du bon pied dans le combat, d'avoir confiance. Le diagnostic, il a été parfait. Moi, il a été réalisé par une jeune femme médecin qui nous a reçus dans une chambre avec mon épouse. Alors, évidemment, tu pleures toutes les larmes de ton corps, mais en tout cas, les choses ont été dites, ont été posées de façon très claire, très humaine. Et puis, ça permet tout de suite de se mettre en situation de se dire, allez, on va y aller et ça va le faire. Oui, et en plus, dans le cas de la leucémie, j'imagine que tu n'as pas pu rentrer chez toi, donc il faut tout de suite attaquer, quoi. Voilà, c'est ça. La chimiothérapie commence le lendemain. Oui, c'est ça. Et puis, tellement soudain. On m'annonce qu'en plus, c'est une forme de leucémie qui est très résistante aux chimios. Donc, en fait, les chimios ne suffiront pas. Ça nécessite nécessairement une greffe de moelle osseuse derrière. Donc, qui dit greffe de moelle osseuse dit qu'il va falloir trouver un donneur.
Est-ce que tu peux nous parler est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que c'est une belle histoire. Tu as été sauvé par quelqu'un de très proche. Ouais, c'est ça. Donc les médecins, quand on cherche un donneur, cherchent d'abord dans la famille, dans les frères et sœurs, en l'occurrence. Donc il y a plus ou moins une chance sur 4 pour que ses frères et sœurs soient compatibles. Pas forcément à 100%. Moi d'ailleurs, mes frères n'étaient pas compatibles à 100%. Ma sœur ne l'était pas du tout. Et puis j'avais 2 de mes frères qui l'étaient à 70% à peu près. Donc c'est mon plus jeune frère qui a été choisi. Voilà. Et puis si on trouve pas de donneur compatible dans la famille, on va chercher sur un fichier de donneurs, un fichier mondial ou européen en tout cas. Et on dit qu'on a plus ou moins une chance sur 1 million d'être compatible avec un individu lambda. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de lien génétique avec nous, quoi. Voilà. Tout à fait. Oui. Donc ça laisse quand même pas mal de chances de réussite. Hein. Donc voilà, c'est vrai que ce mot de greffe, il peut faire très peur. On a l'impression que du coup, c'est un peu le hasard qui va décider pour nous, mais en réalité, voilà, il y a. Alors moi j'en parle beaucoup maintenant pour qu'il y ait de plus en plus de gens, notamment de jeunes hommes entre 18 et 35 ans. C'est cette part-là qui est la plus recherchée aujourd'hui. Qui aille s'inscrire sur un fichier, c'est pas grand chose, hein. C'est comme c'est une prise de sang qui permet d'être inscrit sur un fichier. Puis si un jour on détecte quelqu'un qui a besoin de cellules, on fait appel à vous et là on accepte ou on refuse. Mais donc c'est à ce moment-là, il y a rien qui est congelé ou quoi que ce soit. C'est à ce moment-là. Absolument. Mais c'est vraiment pas grand-chose. Je sais qu'il y a vraiment beaucoup de personnes là maintenant qui se sont dit on va aller faire de l'information et de la sensibilisation dans les écoles ou dans les universités parce que qu'est-ce que c'est à cet âge-là en fait? C'est vraiment pas grand-chose de s'inscrire. C'est à la fois pas grand-chose et en même temps, moi je dis souvent, on vit dans une époque où notamment les jeunes générations, et c'est vraiment génial, cherchent à mettre du sens dans leur existence. Je veux dire, qu'est-ce que tu peux trouver de mieux que pour mettre du sens dans ta vie, de te dire, j'ai sauvé la vie de quelqu'un simplement en lui faisant cadeau de quelques cellules. C'est quand même un truc. Et est-ce que c'est compliqué en fait au moment où il faut faire le don, c'est une ponction? Non, tu peux juste nous expliquer de manière très très courte parce que comme ça on profite de ce podcast pour sensibiliser. Bien sûr. Donc dans 3 cas sur 4, c'est simplement une prise de sang en fait. C'est-à-dire qu'on prend ton sang dans un bras, ce sang passe dans une machine, on appelle ça une cytophérèse, qui trie en fait les cellules qu'on va garder d'un côté et qui remet le sang dans l'autre bras en fait. Hein. Ça fonctionne un peu en circuit fermé. Donc en gros, c'est une prise de sang un peu plus longue que d'habitude, mais rien de plus, quoi. Hein. C'est vraiment très, très accessible. Et parfois, ce processus-là fonctionne pas. Donc là, c'est une ponction dans le bassin. Oui. Alors, c'est pas hyper agréable, mais enfin, franchement, c'est sûr que ça demande quelque part un engagement de la personne qui le fait. C'est pas non plus anodin, hein, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment à la portée de beaucoup de gens. Et puis, on a tendance à dire, là, pour le coup, c'est vraiment pour la bonne cause, quoi. Oui. Et est-ce que ça t'a rapproché encore davantage de ton frère? C'est quand même une histoire très forte. Ouais, de mon frère, bien sûr, mais pas seulement. Hein, encore une fois, c'est de toute ma famille, en fait. Hein, je dis, moi, ça fait partie des bénéfices secondaires de la pathologie, c'est que ça redistribue les cartes, en fait. Ça redistribue les cartes dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale aussi. Et donc, c'est sûr qu'on a des liens aujourd'hui. On s'est témoigné une affection aujourd'hui qui change la vie, en fait. Ouais. Tout à fait. Bon, alors, je rebondis sur aussi des mots qui m'avaient fort marqué. Donc, la première mi-temps, donc c'est soit le garagiste, soit des mi-temps. Donc, la première mi-temps, parcours de soins. Deuxième mi-temps, après cancer. Ouais. Donc, le combat a duré combien de temps, en fait, la première mi-temps? Elle a duré combien de temps? On parle de combien de mois ou même une année, en fait? Alors, faut peut-être même commencer par l'avant-match, parce que l'avant-match, en fait, le coup de sifflet de l'arbitre pour débuter le match, c'est l'annonce, en fait. Oui. Et c'est ça qui détermine beaucoup de choses derrière. Effectivement, moi, j'associe la première mi-temps à ce parcours de soins, où là, c'est clairement les médecins, pour moi, qui ont été les patrons de cette mi-temps-là, et avec lesquels j'ai vraiment lâché prise là-dessus, où je me suis battu aussi comme un diable, parce que pour moi, ça a été synonyme, effectivement, de chimiothérapie, de greffe, mais aussi d'un séjour en réanimation, parce que j'ai déployé après la greffe, en fait, on est en aplasie, donc moi j'ai eu une infection pulmonaire
Donc là, voilà, quand tu parlais du combat dans le combat, c'est exactement ça. C'est une expérience encore autre parce qu'on est endormi pendant 3 jours et 3 nuits. Moi, je me suis réveillé, j'étais attaché en fait, je ne savais plus où j'étais. On est presque drogué par les médicaments qui nous sont donnés, donc on sait pas où on sait pas ce qui nous arrive, on sait à peine parler. Je pouvais plus me lever, j'étais cloué dans mon lit. Les proches savent pas si on sera encore là le lendemain matin. On s'endort sans trop savoir, sans pouvoir imaginer la suite, quoi. Donc voilà, ça c'est une sacrée épreuve, mais ça c'est la première mi-temps qui se passe. Donc moi mon diagnostic est tombé au mois de juillet 2018. Je suis resté à l'hôpital à peu près jusqu'au mois de décembre, janvier. J'ai été greffé en novembre. Je suis resté à l'hôpital jusqu'en décembre. Et puis ensuite, dans un centre de soins de suite, de rétablissement, parce que pour moi, c'était important de pas rentrer trop tôt à la maison. J'avais quand même eu des témoignages de gens qui disaient, finalement, à la fois on meurt d'envie, évidemment, de rentrer. Et en même temps, pour moi, c'était important de pas être un poids non plus pour la famille, qui forcément s'est réorganisée pendant qu'on n'est pas là. Et je voulais être dans un état physique qui me permettait de reprendre ma place, quoi. Parce que voilà, là, on est déjà dans l'après-cancer. Hein, ça fait partie des enjeux, en fait. C'est-à-dire qu'on croit parfois que le match se finit à la mi-temps quand les médecins sifflent la fin de la première mi-temps et nous disent ça y est, c'est bon, vous êtes en rémission, merci, au revoir, reprenez votre vie, quoi. Sauf que et non, donc, en fait, c'est beaucoup d'absence. C'est un cancer qui impose beaucoup d'absence, très 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 longue, comparé à d'autres cancers où on rentre quand même chez soi après les chimios. Et donc tu as fini par rentrer chez toi dans le courant du mois de janvier ou février quand tu étais retapé. Exactement. Ouais. Exactement. Et c'est à ce moment-là que j'ai bénéficié d'une chance complètement incroyable. C'est que l'IPC m'a proposé de participer en tant que patient à un dispositif, un programme de recherche qui s'appelle donc Rebond. Qui a été, on arrive à Rebond. Oui. Voilà, donc qui est sorti de la tête de grands coachs sportifs français, des gens de la haute performance sportive, qui après avoir à peu près tout gagné dans leur discipline, se réunissaient régulièrement pour discuter à la fois de leur métier, du sens qu'ils pouvaient y trouver, y mettre, et qui se disaient finalement c'est bien gentil d'avoir passé nos vies et parfois nos journées, nos nuits à réfléchir comment les bleus allaient mettre un but de plus que les rouges, mais à quoi ça va bien servir tout ça. Voilà. Maintenant qu'on a fini notre vie sportive, est-ce que finalement on pourrait pas en faire bénéficier tout ce savoir accumulé, toute cette expérience-là? Est-ce qu'on pourrait pas en faire bénéficier d'autres pans de la société, quoi? Et donc en fait, ce sont tous des sportifs connus qui se sont mis ensemble. Donc tout type de sport. Il y avait des footballeurs, et parce que tu mentionnes les bleus et les rouges, donc j'imagine qu'il y avait des footballeurs. Il y a eu pas mal effectivement de sports collectifs. Donc en tête de liste, en fait, ils ont créé une association qui s'appelle l'Académie des coachs. Donc cette association a été créée, en particulier le plus médiatique des coachs, c'est Claude Onesta, le sélectionneur de l'équipe de hand, qui a tout gagné avec les Bleus, mais il y en a d'autres. Il y a Romain Barnier, qui est l'entraîneur du cercle des nageurs de Marseille, qui a entraîné des gens comme Florent Manodou, Fabien Gillot, qui pareil a tout gagné avec le 4x100 français, des coachs de rugby, enfin de différentes disciplines qui se réunissaient donc dans ce qu'ils ont appelé l'Académie des coachs. Et tout ça sous la houlette d'un certain Pierre Dantin, qui est pas quelqu'un forcément de très médiatique parce qu'il n'a pas directement entraîné. C'est un peu on le définit souvent comme un coach de coach. C'est quelqu'un qui accompagne en fait la délégation française aux Jeux Olympiques depuis quelques Olympiades, qui est à la fois professeur des universités, qui a eu un parcours complètement incroyable en fait. Voilà. Et c'est ce monsieur-là qui, en tant que prof des universités, après avoir rencontré des médecins et avoir échangé sur cette problématique en fait de l'après-cancer, où les médecins aussi, de leur point de vue, se disaient mais c'est quand même fou, on a investi énormément de temps, d'énergie, d'argent évidemment pour sauver les gens et on y arrive de mieux en mieux et c'est formidable, mais on se casse un peu les dents sur le fait qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont du mal à rebondir derrière. Et voilà, et les chiffres sont éloquents. On dit que 5 ans après un cancer, il y a 10% des gens qui reprennent pas une vie normale. On peut en discuter de ce que c'est qu'une vie normale, mais en tout cas qui reprennent pas le cours de leur vie de façon satisfaisante. Donc c'est vraiment sur ce constat-là qu'est né Rebond. Et donc Rebond a été créé. Donc la personne importante de Rebond, c'est Pierre Dantin alors. Ouais, c'est ça.
clairement. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le programme de rebond et puis ta rencontre avec Pierre Dantin, évidemment. Alors moi, le programme de rebond, franchement, comme tout le monde, hein, d'ailleurs, j'en savais rien, j'y comprends rien. Moi, tu signes des papiers. Moi, je faisais une confiance assez totale à l'IPC parce qu'il venait de me sauver la vie. Donc je me disais, bon, ma foi, s'il m'envoie voir un monsieur pour parler de sport de haut niveau, de rebond, etc., et d'après cancer, finalement, moi, j'étais curieux, mais je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. Alors, je te coupe juste une seconde. Est-ce que, donc, dans cette deuxième mi-temps, est-ce que tu avais du mal, toi-même, personnellement, à rebondir? Comment tu trouvais cet après-cancer, en fait, quand tu es rentré chez toi? C'était très tôt, en fait, hein, la sortie, le premier rendez-vous. Moi, je peux pas dire que j'avais du mal à rebondir. Je peux même pas dire que, en fait, c'est difficile de savoir la façon dont on aurait réagi sans rebond. Après coup, je pense que ça m'a donné vraiment un coup d'accélérateur et puis ça m'a permis, en fait, d'utiliser cette force du rebond dans quelque chose de constructif, en fait, de mettre cette énergie à la bonne place et puis de me poser tout un tas de questions que certainement je me serais pas posé de la même manière si j'avais pas été accompagné. Donc cet accompagnement, pour moi, je pense que il a été extrêmement important. Ouais. Mais j'ai envie de soulever quelque chose. En fait, finalement, il s'est passé très tôt, dès que tu as commencé ton après. Ouais. Et donc, peut-être de souligner l'importance de se faire accompagner le plus rapidement possible déjà pendant les traitements, mais de gérer cet après-cancer le plus rapidement possible, en fait. Ouais, souvent on a une illusion que finalement que ça y est, c'est derrière nous et puis on considère honnêtement, moi je me disais ça va peut-être aller, j'ai été suffisamment aidé comme ça. On a dépensé, la société a dépensé des sommes folles pour moi, pour me remettre sur pied, les médecins, des infirmières qui s'occupent de moi, 24 heures sur 24, ma famille, on se dit ça va aller, on peut bien quand même se débrouiller un peu tout seul. Et en fait, je pense que c'est une illusion et puis surtout c'est une erreur parce que c'est pas rentable et que en fait pour avancer soi-même, souvent on a besoin du regard de l'autre aussi et que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et parfois on associe ça à une forme de faiblesse et je pense que c'est exactement l'inverse. D'ailleurs, on voit que les gens les plus performants sont souvent des gens qui sont eux-mêmes accompagnés, coachés. Bien sûr. Voilà. Oui. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose à dire parce que pour moi c'était très contre-intuitif en fait. Et donc tu as rencontré ce fameux Pierre Dantin. Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Donc la rencontre. Là, j'avoue que ça c'est resté un secret. Donc je découvre l'histoire de cette rencontre en même temps que les auditeurs. Donc d'abord cette rencontre, il y a le lieu qui déjà est porteur d'une certaine efficacité, c'est-à-dire que quand ça fait plus de 6 mois que ta vie est à l'hôpital avec des médecins. Rien que le fait qu'on te file rencard à la fac des sports de Marseille, déjà ça veut dire quelque chose, il se passe quelque chose de différent. Et puis donc je me suis pointé devant le bureau du professeur Dantin, donc je me demandais bien qui était ce monsieur, je savais rien sur lui. Hein. Et donc c'est quelqu'un en fait d'hyper chaleureux qui m'a fait rentrer. Puis on a commencé une discussion vraiment à bâton rompu, donc c'est dans un bureau, il y a des maillots de foot qui sont accrochés au mur, c'est tout un environnement. Et puis il m'a posé quelques questions très simples en fait. Il m'a d'abord demandé ce que j'avais l'intention de faire dans un mois. Dans un mois, tu fais quoi ? Dans un mois, en fait, j'en avais strictement aucune idée. J'ai commencé à lui expliquer que j'allais m'occuper de mon jardin, de ma famille, Et c'est une question quand même assez étonnante, ouais. Ouais. Non, mais en fait, c'est quelqu'un de très impactant, donc pas mal de questions étonnantes qui, où quand on répond, on se renseigne aussi sur soi-même. En fait, c'est drôlement intéressant. Et puis il m'a demandé aussi, il m'a dit, il a vu en moi la personne qui avait vraiment très très envie de rattraper le temps perdu, de s'occuper des autres, de ses proches, de sa famille. Je m'étais déjà impliqué dans une association de randonnée pédestre. Tout ça, il m'a vraiment amené sur le terrain, mais c'est de toi dont il faut que tu t'occupes en premier, et en deuxième, il va falloir que tu t'occupes de toi, et puis surtout en troisième, tu n'oublieras pas de t'occuper de toi. Et ça m'a un peu fait un électrochoc en me disant, finalement, pourquoi est-ce qu'il me dit ça ? Il m'a aussi dit, c'est quoi ton rêve ? Qu'est-ce que tu vas faire de ta victoire face au cancer ? Et moi, c'est des questions qui m'ont pas mal remué.
Donc je suis rentré chez moi avec ces questions-là qui tournaient en boucle. De magnifiques questions. Ouais, de magnifiques questions, bien sûr. Et puis je suis revenu au deuxième rendez-vous en lui expliquant que puisqu'il fallait des rêves, j'en avais plein, et que mon rêve d'enfant, c'était de partir à l'aventure. Donc j'allais partir à l'aventure pour rendre visite à mon frère, qui était donc mon donneur et qui habite près de Nantes. Donc ça voulait dire une traversée de la France. Ouais. Mais que j'avais l'intention d'y aller par mes propres moyens. Et puis, comme j'aime beaucoup le vélo, je partirai en vélo jusqu'à Alès, où je laisserai mon vélo pour partir à pied sur le chemin de Stevenson jusqu'au Puy-en-Velay. Magnifique. Et puis, comme je fais aussi du kayak de mer, j'avais l'intention de descendre la Loire en kayak sur 1000 km pour arriver jusqu'au pied de chez mon frère qui vit dans une écluse sur les bords de Loire. Donc c'était un super projet. Donc ça c'était ton projet. Ouais, donc c'est ça. je te pose juste une petite question. Tu étais encore en arrêt maladie pour toute l'année scolaire, j'imagine. Ouais, absolument. Il n'était pas du tout question que je reprenne pour des questions d'infection en fait, parce que j'étais toujours très fragile sur le plan immunitaire, donc il faut quand même du temps pour retrouver des défenses qui soient suffisantes. Donc tu as présenté ce projet à Pierre Dantin. Donc tu dis voilà, ça c'est mon rêve, je pars à l'aventure. Donc il m'a répondu deux choses. Il m'a répondu écoutez, la première chose, c'est que vous n'avez pas commencé à raconter à tout le monde que c'est moi qui vous ai mis ça dans la tête parce que je veux me faire virer avec vos conneries. Voilà ce qu'il m'a dit. Et puis la deuxième chose, il m'a dit c'est bien de le dire, mais maintenant il va falloir le faire. Voilà. Et donc, à partir de là, on a commencé à imaginer ce truc-là. Il m'a préparé à ce défi un peu comme il aurait pu préparer un athlète à aller chercher une médaille d'or, quoi. Donc, on a anticipé toutes les potentialités d'échecs, d'obstacles sur mon chemin, que ce soit en termes de nutrition, de récupération, de risque de blessure, matériel, de motivation. Enfin, une vraie préparation sérieuse. Et donc ça, en fait, cette préparation sérieuse, c'est vraiment l'objet de Rebond. Absolument pas. Quelque part. Absolument pas. Ah non, c'est pas ça. Rebond, okay. c'est vraiment un accompagnement de type coaching. Il n'y a pas du tout de. En fait, l'idée, c'est d'amener l'expertise du sport de haut niveau, mais dans Rebond, il n'est pas question de courir autour d'un stade. En fait, on est vraiment que dans la relation. C'est vraiment une relation d'aide, mais qui se nourrit finalement un peu de l'expertise, du savoir-faire de ces grands coachs. Voilà. Mais il n'y a pas une idée de sport dans ce programme Rebond. Non, c'est... Donc c'est la relation d'aide, l'accompagnement, mais pas spécialement du sport. Ok, j'avais mal compris. Ouais, c'est une philosophie qui est évidemment est nourrie du monde du sport avec aussi toute la symbolique. Parce que moi, quand je parle du sport, c'est très souvent en termes de puissance évocatrice, parce que forcément, c'est synonyme de vitalité, de dépassement de soi, de courage, de volonté, les exploits sportifs, d'ailleurs, souvent, ils nous touchent, qu'on soit sportif ou pas, qu'on suive le sport ou pas. Il y a tout un imaginaire, finalement, autour de ces champions-là, qui sont des champions de la performance et aussi des champions du rebond, parce que dans le sport, forcément, on perd plus qu'on ne gagne, bien souvent, et que tout le savoir-faire des coachs, en fait, il est aussi réussir à remobiliser un sportif après une défaite, après une blessure. Voilà, c'est des choses qu'ils savent faire, en fait. Donc, en fait, ils ont transféré ces compétences-là au monde de l'oncologie. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, donc, toi, tu es parti à l'aventure. C'était un voyage de combien de temps ? Alors, initialement, c'était un voyage de 2 bons mois, en fait. Ouais. Sauf que effectivement sur la liste là dont je t'ai parlé, il y a qu'une chose qu'on avait oubliée, parce que à ce moment-là, quand on imaginait ce projet-là, ça faisait pas encore partie de nos vies, c'était le Covid, qui n'était pour le moment qu'un truc lointain en Chine, et qui a donc remis en question tout le projet, puisque j'ai pas pu partir. On était confinés au moment en juin où j'aurais dû partir. Donc mon il projet, fallait que tu dormes quelque part en fait. Tu étais quand même confiné. Enfin, tu aurais été seul en vélo et tout ça, mais on était coincés chez soi, évidemment. Ouais, on pouvait pas sortir du tout, donc non, là c'était clairement pas possible. Donc, mais bon, voilà, ce qui est bien avec Rebond, c'est que quand on travaille son sens du rebond, finalement, c'est ça, on peut rebondir, mais dans tous les pans de sa vie, que ce soit en santé, dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, dans sa vie sportive, évidemment. Donc finalement, une fois qu'on a été déconfiné en septembre, je suis parti. Alors j'ai pas pu partir en kayak, il a fallu que je remodèle un peu mon projet parce qu'il y avait plus assez d'eau sur la Loire en septembre, donc faire 1000 km. Résilience. C'est ça.
Donc finalement, je suis parti en vélo avec mes sacoches, ma tente, mon petit réchaud. Et puis voilà. Et puis j'ai parlé des questions de mon coach, de ce fameux Pierre Dantin, mais j'avais aussi un peu un autre coach à la maison qui a été mon plus jeune fils qui m'a dit un jour, papa, quand est-ce que tu seras guéri, tu vois. Et c'est des questions en fait. On appelle ça en coaching des questions puissantes, c'est-à-dire que oui, c'est des questions qui te permettent de t'interroger, de te renseigner beaucoup sur toi-même en fait. Et parce qu'en fait, tu disais je suis en rémission plutôt que je suis guéri. Bah en fait, oui, on te dit jamais que t'es guéri. Voilà. C'est un peu frileux d'utiliser. Donc moi, j'ai posé la question en fait à mon médecin qui m'a dit, bah écoutez, Monsieur Cornet, vous êtes en rémission, donc on considère qu'on est guéri au bout de 5 ans. Sauf que moi, je ne me voyais pas répondre à mon fiston de 8 ans, bah écoute, papa, il sera guéri quand tu auras 13 ans. C'était pas possible. Donc j'ai considéré que je serais guéri, que j'irais chercher ma guérison moi-même après tout, et que je serais guéri quand je serais arrivé chez mon frère par mes propres moyens. Voilà. Donc après ce Tour de France à vélo, bah, je suis rentré à la maison et je suis allé voir mon médecin pour lui annoncer que j'étais guéri. Voilà. C'est plutôt sympa finalement. Mais j'adore ton image. Je suis allée allée chercher ma guérison. Ouais. Et c'est un voyage qui a duré combien de temps pour finir? À peu près 3 semaines où voilà, il y avait pas. D'ailleurs, j'ai eu un temps exécrable. Il a plu énormément. Il a plu au moins 15 jours. Mais voilà, ça a été un voyage, c'était complètement magique. En plus, il y avait un peu une atmosphère particulière en France à ce moment-là. La France déconfinée, il y avait plein de gens sur les routes qui marchaient, qui roulaient avec tout seuls, avec leurs enfants, avec leurs conjoints. Il y a eu des rencontres exceptionnelles. Non, ça a été un voyage complètement magique, ouais. Et donc, tout a été en vélo. Tu n'as pas été sur le chemin Stevenson pour finir alors? Non. Du coup, c'était en vélo, quasiment à 90% sur des voies vertes et des pistes cyclables. Je m'étais fait un super itinéraire. Et puis, parfois, je campais. Parfois, j'étais chez l'habitant. Quand il pleuvait trop, je m'offrais une nuit d'hôtel. Et alors là, c'était le confort total. Voilà, avec une douche chaude. Non, c'était très bien. C'était super. Ouais. Mais est-ce que je peux, parce que tu allais chercher ta guérison, est-ce que je peux dire que la randonnée t'a guéri? Enfin, la randonnée, c'est pas la randonnée, en fait. Enfin, c'est comment est-ce que je dirais? Je vais pas dire le vélo, mais c'est tout ce cheminement, tout ce sport, ce dépassement de soi. Ouais, tu as raison. L'image du chemin, pour moi, elle est extrêmement parlante. Voilà, moi qui aime beaucoup la randonnée, forcément, il y a plein de métaphores qu'on retrouve dans le chemin, à travers voilà l'effort, les obstacles. Il y a des moments forts, des moments faibles, un peu comme dans la vie. Et puis avec toujours un objectif au fond qui est l'objectif d'atteindre le sommet, d'aller chercher sa guérison, voilà, mais c'est des objectifs qu'on se fixe aussi soi-même dans sa propre vie ensuite. Donc effectivement, et puis je dirais quand même que d'abord ce qui m'a guéri, c'est les médecins. Et c'est vrai que pour moi c'est important quand même de défendre en fait cette idée-là. C'est vrai que on trouve souvent que les médecins, bah, ils font pas assez, ils sont pas assez dans la relation et tout ce que tu veux. Et évidemment, il y a plein de choses sans doute à améliorer, mais ce qu'il faut bien avoir conscience quand même, c'est que, enfin, il n'y a pas de deuxième mi-temps si on n'arrive pas au bout de la première mi-temps, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que c'est bien parce que les médecins sauvent de plus en plus de gens qu'on se pose ces questions-là. Aujourd'hui, de l'accompagnement, de l'après-cancer. Il n'y a pas si longtemps que ça, la question, c'était pas de savoir si on allait rebondir après le cancer ou pas, hein. Donc voilà, c'est d'abord les médecins, et puis je pense aussi évidemment encore une fois à mes proches qui, pour moi, tu vois, moi je me représente vraiment ce parcours-là pour reprendre l'idée du chemin de la randonnée. Pour arriver au sommet, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord avoir un bon équipement. Donc ça, c'est plutôt les médecins, les thérapies qui te permettent de faire le chemin avec des bonnes chaussures de randonnée et pas en sandales ou pieds nus parce que c'est quand même moins facile. C'est important de pouvoir compter sur ses propres ressources et voilà, une certaine forme de volonté, de courage. Donc ça, on pourrait dire, c'est tout ce qu'on a dans notre sac à dos, les barres énergétiques, la carte si on est un peu paumé en route, voilà. Et puis il faut aussi des bonnes conditions météo pour randonner. Voilà. Et pour moi, les proches, ils ont joué ce rôle-là. C'est-à-dire c'est eux qui ont assuré les bonnes conditions météo parce que moi j'ai marché même dans des moments difficiles mais avec plutôt une brise dans le dos, le petit rayon de soleil qui va bien quand on est dans des moments vraiment difficiles. Toutes ces métaphores, c'est magnifique. Parce que finalement voilà, moi ce dont je suis convaincu c'est qu'on peut être le meilleur randonneur du monde, on peut avoir le meilleur équipement du monde. Quand on est sur le chemin de crête comme je l'ai été et qu'on a le vent à 150 km/h face à soi, en fait ça passe pas quoi. Et donc voilà, pour moi les proches, ça a été les conditions météo favorables en fait.
Magnifique, toutes ces images. Alors, est-ce que tu peux nous parler maintenant de Rando Coaching, ton fameux projet et tous tes rêves par rapport à ce projet? Ouais, bien sûr. Alors, c'est vrai que l'idée de mon chemin, c'était aussi de réfléchir à ce que j'allais faire de cet après, de cette deuxième chance qui m'avait été offerte. Parce que, moi, je dis souvent, on choisit pas de naître, hein. On naît et c'est tout. Par contre, moi, j'ai vraiment eu le sentiment de me battre pour renaître, pour revivre. Du coup, ça nous engage aussi et on a envie de donner un maximum parce qu'on a évidemment énormément reçu. On a reçu, bien sûr, des produits toxiques à travers les chimios. On a reçu des traitements. On a reçu un salaire de mon employeur qui a continué à me payer alors que je ne travaillais plus. On a reçu énormément d'amour de ses proches, de sa famille, de ses enfants. Bref, on a beaucoup reçu. Moi, je suis pas forcément très habitué à recevoir. C'est pas très confortable pour moi, mais je pense que d'abord, il faut s'y résoudre, accepter, intégrer ça, qu'à un moment donné, on est vulnérable et qu'on a besoin d'aide. Et pour moi, ça n'a pas été si simple, mais voilà, je crois que je suis arrivé à ça. Et du coup, maintenant, j'ai aussi vraiment envie je sais pas si c'est de rendre, mais en tout cas de mettre ma pierre à cet édifice-là. Souvent, je me suis dit, dans mon lit d'hôpital, je me suis dit, c'est quand même incroyable qu'on soit aussi performant pour les soins. Mais j'avais l'impression, sur le plan humain, bon, bien sûr, j'avais des psychologues, ça faisait partie qui venaient me voir, mais j'avais l'impression que personne n'était passé avant moi, que je manquais, en fait, de matière, de retour d'expérience, de transmettre des choses, en fait. Alors, peut-être que j'aurais pu trouver ça davantage sur les réseaux sociaux, etc., mais bon, je me méfie un peu de... privés. Ouais. Ouais. Et puis, bon, c'est vrai que ça demande aussi, quelque part, d'avoir pris une certaine distance, d'avoir réfléchi à son propre parcours pour pouvoir en faire bénéficier d'autres. Donc, ça demande aussi, peut-être un peu de professionnalisme, hein. Donc, moi, ce professionnalisme, je l'ai trouvé dans une formation qui a fait suite au programme Rebond, une formation qui a un certificat universitaire qui s'appelle Sport de haut niveau et coaching en oncologie. Donc, je me suis formé en fait à la relation d'aide par ce biais-là. J'ai aussi passé des diplômes sportifs. En fait, je me suis beaucoup formé. En fait, cette histoire de rebond dont on parle de façon un peu imagée, elle est très étayée sur le plan scientifique. Aujourd'hui, on appelle ça la croissance post-traumatique. Je mettrai toutes les informations sur la page de ton site, hein, comme ça les gens peuvent vraiment se renseigner. On parle beaucoup de résilience, hein, à juste titre, mais voilà, le terme scientifique, c'est ça en fait, et c'est de plus en plus étayé. Et voilà, et c'est pas quelque chose qui caractérise, c'est pas une qualité qui caractérise des gens exceptionnels, hein. Moi, je suis personne et tout le monde a ça en soi, mais ça demande souvent un peu d'aide et un accompagnement justement pour réussir à faire germer cette potentialité qu'on a en soi. Donc moi, ça s'est manifesté évidemment par la randonnée, on en a parlé, mais ça s'est aussi manifesté par cette espèce d'envie d'apprendre. J'ai mis un peu ma carrière professionnelle en sommeil pendant quelques temps et je me suis beaucoup formé, j'ai passé plein de diplômes, j'avais vraiment soif de connaissances, de m'enrichir intellectuellement, quoi, en fait. Donc je me suis formé comme ça sur différents diplômes. Et puis j'ai eu envie donc d'utiliser Rebond, de diffuser Rebond dans un accompagnement où j'utilise finalement le sport comme un support à la relation d'aide. Et comme je marche beaucoup et que je sais que la communication quand on marche, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. De plus en plus là maintenant. Oui, je pense qu'il y a plein de sociétés qui font leurs réunions en marchant. En marchant, ouais. Ouais, exactement. Et puis il y a toute une tradition en fait, hein, de la pensée chez les philosophes de l'Antiquité qui réfléchissaient, qui philosophaient en marchant, qui enseignaient même en marchant. C'est la fameuse l'école des promeneurs, comme on l'appelait, des péripatéticiens. Voilà. C'est ça, c'est l'école d'Aristote, de Platon. Puis dans toute la pensée, moi je me souviens de Darwin. J'avais appris que Darwin, je trouvais ça génial. Il s'était carrément fait un chemin dans son jardin qu'il appelait son chemin de pensée, et en fait il réfléchissait en cheminant dans son jardin. Je trouvais ça génial. Voilà, il y a plein de gens, de philosophes, de penseurs qui ont témoigné que finalement les seules pensées vraiment valables dans leur vie, c'est des pensées qu'ils avaient eues en marchant. Moi, tu vois, j'habite dans les Alpes de Haute-Provence, c'est le pays de Jean Giono. Giono, il disait que la marche pour lui c'était comme une hygiène de la pensée, tu vois. On parle beaucoup de la marche comme une activité sportive, mais en fait, ça provoque aussi des choses au niveau cérébral, c'est clair. Donc voilà, et finalement, utiliser
utiliser la randonnée pour faire ça. Alors j'ai plein d'autres idées. Là, je me suis formé aussi sur de l'accompagnement, pourquoi pas en VTT, en VTT électrique. Comme je fais du kayak, j'adorerais faire ça en kayak aussi. Donc ouais, j'ai plein d'idées. Donc, aujourd'hui, j'ai commencé à accompagner des patients en rémission dans ce qu'on appelle des maisons sport santé. Donc j'ai conçu avec la maison sport santé de Gréoux-les-Bains, là, qui est dans mon département, un parcours qui s'appelle Marcher pour rebondir. Et donc voilà, on accompagne des gens sur une dizaine de séances avec une évaluation physique avant, après, avec un entretien motivationnel avant, après. Et puis voilà, donc moi c'est quelque chose qui me remplit, parce qu'en fait on trace aussi son propre chemin en accompagnant les autres. C'est pas simplement un don. Moi j'y trouve aussi beaucoup mon compte. Et puis j'ai vraiment envie de vivre ça de façon positive et légère. Donc voilà, c'est des belles rencontres, parce que j'adore aussi ces rencontres-là, parce qu'en fait c'est des gens qui ont vécu des choses où voilà, il y a des discussions rapidement assez profondes où finalement bien sûr, oui. Voilà, quand on est passé par là. Tu prêches une convaincue, oui, tu prêches une convaincue, tu vois. Voilà, donc voilà un petit peu quels sont mes projets. Mais donc ton projet rando coaching, c'est vraiment ça alors? Donc c'est d'accompagner les gens par la randonnée. C'est ça que tu as mis en place et ça que tu veux développer? Ouais, c'est ça que j'ai mis en place. Après, bon, moi c'est un département assez rural, donc il y a peu de population, donc c'est pas évident en fait de trouver sur un secteur géographique qui est très très étendu, oui, des gens qui peuvent faire ça. Donc voilà, j'y arrive aussi, mais aujourd'hui, franchement, je m'interdis rien. Je me vois très bien accompagner des gens aussi à distance, qui peuvent être répartis sur la France entière, tu vois. Peut-être en visio, pourquoi pas aussi créer, pourquoi pas des événements où on se retrouve pour faire une randonnée, peut-être même sur plusieurs jours ensemble. Quel est ton rêve maintenant pour ce projet? Écoute, mon ambition, c'est de m'amuser avec ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment pensé à un moment donné en faire mon activité professionnelle. Oui. Bon, d'abord, je me suis rendu compte que c'est pas si simple, et puis surtout, ça me mettait une espèce de pression qui, pour moi, correspondait pas à ce que j'avais envie d'y mettre. Voilà, en fait. Une pression financière, tu veux bien dire, sûr, si tu en fais. Ça, Voilà, de se dire, il va falloir en vivre. Hein. Et puis j'ai toujours moi cette idée que, en fait, ma vraie ambition, c'est de permettre aux gens d'être autonomes, quoi. Et donc, finalement, il y a presque un peu un conflit d'intérêts entre se dire, j'ai besoin d'eux pour vivre de ce que je fais, et en même temps, il faut que je les rende autonomes. Et donc, le principe, c'est que le plus vite possible, ils viennent plus me voir, quoi. Donc j'avais envie de me libérer, en fait, de tout ça. Ouais, ou c'est peut-être quelque chose qui pourrait être créé dans le cadre d'un hôpital ou d'un centre de soins. En fait, j'ai quelques exigences de non-lucrativité, de gratuité par rapport à ça. C'est des valeurs qui sont importantes pour moi, parce que je me vois mal faire après tout ce que j'ai reçu, faire un business de ce truc-là, ça n'a pas de sens pour moi, en fait. J'ai envie de me sentir très très libre et d'avoir une relation simple avec les gens, et puis peut-être qu'un jour j'ai pas envie d'entretenir de dépendance, en fait, par rapport à ça. Donc pour le moment, mon projet, il est plutôt de garder une activité professionnelle dans l'éducation nationale. Tu vois, en ce moment, je m'occupe de l'accueil, de la scolarisation des enfants ukrainiens sur le département. Donc magnifique. Donc je me dis que finalement, rebond, ça mène vraiment à tout, tu vois, y compris rebondir après une expérience de guerre dans son pays, arriver dans une nouvelle école en France avec sa famille, finalement, ça a du sens aussi. Voilà, donc écoute, moi je suis en fait ouvert vraiment aux opportunités, je suis très curieux, et donc très positif sur l'avenir. Je sais pas très bien où je vais avec ce projet-là, mais je sais qu'il y a un chemin, et j'ai envie de prendre du plaisir dans le chemin, quoi. Voilà. Écoute, Benjamin, merci, et on mettra toutes les informations possibles et imaginables sur ta page du site, et comme ça les gens pourront prendre contact avec toi. Et évidemment, toujours la petite question piège du podcast: comment est-ce que tu aimerais terminer ce podcast? Écoute, pour terminer ce podcast, je vais peut-être revenir un peu sur cette histoire de première mi-temps, de deuxième mi-temps, du travail des médecins aussi, dont on parlait tout à l'heure. Et j'ai une image qui me parle assez, parce que je fais du kayak, donc j'aime bien tout ce qui flotte, j'aime bien la mer. Et je me dis que si on constate une fuite
dans un bateau, quel qu'il soit, notre réaction première, elle est forcément de chercher à boucher finalement la fuite pour éviter que le bateau coule. Hein. Donc ça, c'est, je dirais, plutôt le boulot des médecins de la première mi-temps. Hein. Mais une fois la fuite réparée, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient un bateau qui flotte. Alors c'est sympa un bateau qui flotte, c'est mieux qu'un bateau qui coule. Mais finalement, l'enjeu de la deuxième mi-temps, c'est peut-être de hisser les voiles justement pour faire avancer ce bateau et peut-être que l'objectif de ce que je propose, l'objectif de rebond, c'est vraiment de se concentrer sur les voiles, quoi. Oh là là, Benjamin, si tu savais comme j'aime les images, j'adore les images, toutes ces métaphores, ça c'est vraiment un podcast rempli de belles métaphores. Vraiment, merci tout cœur, Benjamin, pour ce beau moment passé avec toi et je me réjouis de poster ce podcast. Merci de tout cœur. Écoute, merci à toi et puis vraiment, je te remercie pour ceux qui sont justement en ce moment à la bataille, qui écoutent peut-être ton podcast. Moi, c'est encore une fois quelque chose que j'aurais adoré faire quand j'y étais. Et je suis absolument certain que ça peut faire beaucoup de bien. Merci infiniment, Benjamin. À très bientôt, Delphine. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis, si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages, que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.